Merci à tous d'être présents pour cette deuxième table ronde consacrée au nouveau schéma de coopération dans l'enseignement supérieur et de recherche français. Pour cela, les participants sont par ordre alphabétique. Claude Chappert, de l'Université de Paris-Saclay, directeur général de la FCS Paris-Saclay. Thierry Coulon, président de Paris Sciences et Lettres, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Alain Fuchs, président du CNRS, que je remercie d'être venu à cette descente de l'avion. Édouard Husson, professeur à l'Université de Picardie, et qu'on aura l'occasion de présenter un peu plus tout à l'heure, et Jean-Yves Mérindol, président de Sorbonne Paris-Cité. Donc les questions générales qu'on voulait poser dans cette table ronde, c'est quels sont les nouveaux schémas de coopération entre universités, écoles et organismes de recherche. Comment faire face aux défis du partage des connaissances, comment donner une pleine visibilité aux résultats de la recherche. Et puis, en arrière-plan, y a-t-il un modèle français, des spécificités dans notre système, et comment peut-il se comparer au système international? On en a déjà parlé dans la première table ronde. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Yves Mérindol avec deux questions. Quel nouveau schéma de coopération dans les communes, dans ces nouveaux objets de l'enseignement supérieur, et y a-t-il des spécificités du modèle français? Je reprends les questions qui étaient écrites, je commence par la seconde. Y a-t-il un modèle français? Si la question veut dire est-ce qu'il y a des particularités françaises, c'est le moins qu'on puisse dire. Si la question est est-ce que ces particularités françaises sont un modèle au sens vertueux qui inspirerait d'autres pays, la réponse est assez tranchée. Actuellement, nous n'inspirons aucun pays qui aurait envie de se rapprocher de la situation française. En tout cas, j'en ai pas repéré. Ça fait longtemps, c'est arrivé. L'histoire des universités européennes, mais là, ça remonte au Moyen-Âge. La France y a joué un rôle important, d'une façon plus moderne, au sens de l'histoire moderne. La création de l'école polytechnique juste après la Révolution a inspiré dans le XIXe siècle des créations d'établissements à l'étranger. Et les écoles polytechniques de Suisse se sont inspirées de l'école polytechnique française, mais s'en sont inspirées en s'en écartant énormément ensuite, et ne s'en inspirent plus d'une façon directe aujourd'hui. Donc, les grands modèles au sens international, je ne dis pas qu'il faut les copier, je dis simplement les deux éléments qui, dans la période du partir du XIXe siècle, ont joué. Ça a été évidemment, d'une part, le dispositif allemand, l'université humboldtienne, avec la volonté, l'affirmation de la jonction de l'enseignement et de la recherche, et de l'importance de la recherche. Le mot recherche ne veut pas dire à l'époque exactement la même chose qu'il veut dire aujourd'hui, mais quand même l'hypothèse de trouver des connaissances nouvelles, ça c'est resté point stable, même si l'organisation a totalement changé. Et puis, plus récemment, lié aussi à ce qu'est devenu ce pays, tout le dispositif nord-américain et son organisation. On n'est certainement pas, l'histoire n'a jamais de fin, et donc les choses vont évoluer, et dans les évolutions, il est certain que ce que la Chine est en train de faire, et ce que d'autres pays asiatiques font, vont avoir une importance dans des évolutions de dispositifs d'enseignement supérieur. Donc les spécificités françaises, vous les connaissez tous, ce qui me renvoie vers la première question. Peut-on faire travailler ensemble sur un même site, etc., université, école et organismes de recherche? La question est rhétorique, donc la réponse va de soi. On peut le faire, et on le fait depuis longtemps, sans avoir eu besoin nécessairement des dispositifs juridiques nouveaux dans lesquels nous sommes en place. On le fait avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de profondeur aussi. Et c'est plutôt sur cette notion de profondeur que je vais revenir. Mais pour enfoncer des portes ouvertes, un organisme de recherche comme le CNRS n'aurait pas, son existence actuelle ne serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas, depuis le début et de façon plus affirmée dans les années 60 à travers la création des unités de recherche associées, décidé de travailler avec les universités dans un modèle qui est ensuite devenu le modèle des UMR, et sans pour autant perdre son autonomie juridique et sa capacité de stratégie. Je peux multiplier les exemples. Les organismes, et il y a des différences, bien entendu. Le CEA, comme organisme de recherche, si je prends un deuxième type, n'a pas avec les universités les mêmes types de relations du tout que le CNRS a, et je ne sais pas s'il va y avoir vraiment convergence ou pas de ce type de relations. Même chose pour les écoles.
Il y a des écoles qui sont extrêmement indépendantes des universités, d'autres qui sont très proches, d'autres qui sont intégrées. La tendance générale sur ce qu'on appelle les grandes écoles, je reviendrai sur ce terme-là, est quand même un mouvement qui s'est fait dans les années 60, 70, 80 et qui, pour celles des écoles qui veulent jouer dans des catégories supérieures et internationalement, et d'avoir considéré toutes, aussi bien dans le domaine de l'ingénierie que dans le domaine des business schools, que la recherche était un élément déterminant. Ça n'allait pas de soi. Par exemple, dans les écoles de commerce, dans les années 60 ou 70, si HEC a pris le virage très vite, d'autres se sont interrogés beaucoup plus longtemps sur cette hypothèse-là. Donc l'importance de la recherche dans les écoles et le développement dans ces écoles, si je reprends cet exemple de la recherche de gestion, a abouti au moins sur ce qu'était la capacité de travailler ensemble en formation et en enseignement, en formation et recherche, pardon, une convergence de modalités, de principes, certainement pas une convergence d'organisation pour autant. Alors maintenant, les modifications en cours, vous les connaissez. Elles sont dues à la fois et principalement à un mouvement spontané. Spontané, je veux dire qu'il n'a pas été un mouvement fortement décidé ou incité par l'État, même si l'État a joué un rôle important à plusieurs reprises, et pas simplement dans la dernière loi de 2013, qui a été d'aller vers des formes plus intégratives de regroupement. Ce qui se traduit par deux phénomènes. Un que moi je rappelle parce que je trouve qu'il est quand même très impressionnant, des universités et parfois quelques écoles, avec bonheur ou malheur, ont décidé de fusionner. Ça a commencé en gros au milieu des années 2000 en France et ça continue et ça va à mon avis aboutir à un palier le temps que les choses se réalisent dans 3 ou 4 ans. Ces fusions concernent beaucoup d'universités. Je n'ai pas refait le décompte, je n'ai pas corrigé mes chiffres parce qu'il y a quelques aléas, mais de l'ordre de 25 universités sont devenues 12 ou 13. Donc ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien dans un dispositif où personne du côté de l'État, dans un pays qui semble extrêmement centralisé, n'a dit à aucun moment il faut que les universités françaises fusionnent. Ça n'a été pas dit, ça a été repris le cas échéant, mais ça n'a pas été un mouvement décidé du côté de l'État. Ce dispositif de fusion joue aussi pour certaines écoles, relativement rarement dans les écoles d'ingénieurs en tout cas, beaucoup plus fortement dans les écoles de commerce. Pour les écoles de commerce, on ne peut pas dire qu'il se soit traduit de façon systématique par des réussites. Il y a des échecs très douloureux. Le deuxième dispositif, c'est de considérer que la fusion n'est pas le point obligatoire ou le point réaliste et que de toute façon, la fusion en elle-même est un mot, mais derrière le mot de fusion, vers quoi on va ? Donc, pour ces deux considérations, est-ce que la fusion va vers un modèle unique d'organisation et est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs d'intégration qui ne passent pas vers la fusion ? La loi de 2013 a mis en place le dispositif que vous connaissez, dont les nouveautés sont d'une part qu'il est obligatoire, ce qui n'est pour le coup pas rien, puisque c'est plus seulement une incitation, mais c'est une obligation de l'État. Je fais un commentaire là-dessus, obligatoire dans un secteur particulier pour les établissements qui dépendent de l'enseignement supérieur et de la recherche, pas pour les établissements publics qui dépendent des autres ministères et encore moins pour les établissements privés. Néanmoins, on a vu que pas mal d'autres établissements, d'autres ministères ont suivi ce mouvement et que quelques établissements privés y sont, ce qui veut dire que, et que tout ça est passé par des votes dans les conseils d'administration, ce qui n'est pas si simple que ça. Et donc ce mouvement n'a pas été un mouvement totalement simple, mais après la loi, ça n'a pas entraîné de blocage ou d'opposition qui ait bloqué le processus. Ça veut dire qu'on était quand même dans une situation où cette perspective n'a pas été considérée par les acteurs de terrain comme une violence insupportable. Néanmoins, on voit bien que ce soit, j'insiste parce que je pense que la différence, certes, juridiquement est forte, mais en pratique, elle n'est pas forcément aussi importante que ce soit la fusion d'une part, ou bien le dispositif de regroupement qui lui-même a deux variantes, une qui est la communauté d'universités et établissements, création de nouvel établissement public, ou bien le regroupement autour d'un établissement qui devient le leadership de ce regroupement, ce qui se passe dans quelques endroits comme Strasbourg, Marseille, etc. On aboutit à la question de savoir quel est le degré de profondeur de cette intégration. Quel est le degré de profondeur ? Autrement dit, quels sont les éléments à la fois de politique et d'organisation qui sont remontés
ou organisés à un niveau central et quels sont les éléments qui restent à des niveaux périphériques. Ce n'est pas une question facile. Et comme ce n'est pas une question facile, je ne vais pas l'aborder longuement, mais je peux répondre à des questions. Ce n'est pas une question facile, à la fois parce qu'on touche à des situations acquises, pour deux raisons qui me semblent les plus profondes. Une, c'est que les universités françaises, dans leur histoire, et c'est vrai aussi pour les écoles, ont relativement peu abordé de façon directe cette question du rôle des systèmes centraux et des systèmes internes. Les relations entre universités et UFR ne sont pas des relations qui se sont établies sur une histoire stabilisée, longue, connue, où on sait exactement quel est le rôle des uns et des autres. Et quand vous regardez dans un établissement donné et que vous dites tout compte fait quel est le rôle du système central, quel est le rôle de l'UFR, il y a très peu d'écrits là-dessus, il y a des pratiques, elles sont importantes, mais ce n'est pas le résultat d'une délibération explicite qui aboutit à des processus très explicites. Les gens ont le sentiment que c'est comme ça parce que c'est comme ça, mais ça veut dire que ça résulte plus d'une sédimentation que d'une réflexion explicite et consciente. Il y a des contre-exemples à ce que je dis, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les établissements français ne sont pas totalement habitués à être autonomes en tout. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des décisions qu'ils ont à prendre sont des décisions qui se prennent d'une façon floue et pour lesquelles, tout compte fait, savoir où se prend vraiment la décision n'est pas si importante. Et d'ailleurs, par certains moments, là je pousse l'ironie un peu trop loin, de ne pas prendre la décision n'est pas non plus si important que ça. Ce qui veut dire que la façon rationnelle d'aborder le sujet, qui est une façon suggérée par la loi, qui est de dire réfléchissons au transfert de compétences, cette façon elle-même est très difficile à imaginer parce qu'il faut définir d'une façon claire ce qu'est une compétence, qui l'exerce, pourquoi on l'exerce et comment on la transfère. Et quand on regarde la chaîne des décisions derrière le mot compétence, on arrive à des choses extrêmement complexes, complexifiées aussi par le droit public français, mais même sans ça, extrêmement complexes en elles-mêmes. Quand vous regardez un exemple qui est commun à la plupart des universités qui ont une vocation d'université de recherche, de dire nous souhaitons que le doctorat soit une compétence du niveau central, ce que nous avons fait nous aussi. Quand on a décortiqué ce que ça voulait dire pour Sorbonne Paris-Cité que le doctorat était une compétence de niveau central, on s'aperçoit qu'on a un texte de 4 ou 5 pages à écrire et que dans ce texte, on a des morceaux qui relèvent effectivement du niveau central, par exemple la stratégie de définition de ce que sont les écoles doctorales, compétences en réalité un peu partagées avec les établissements, puisque nous jouons un rôle dans cette stratégie, mais les moyens sont dans les établissements, donc il faut bien que les établissements affectent leurs enseignants-chercheurs et lient leur unité de recherche à ces écoles doctorales, et donc il faut leur accord, donc c'est un dispositif conjoint, et puis, mais néanmoins c'est la communauté Sorbonne Paris-Cité qui dépose le dossier d'accréditation, qui est accrédité, qui va délivrer le diplôme, puis je vous épargne les détails dans la délivrance du diplôme, où s'inscrit l'étudiant, qui désigne le jury, qui donne les dérogations, etc. Il serait absurde de tout faire remonter au niveau central, et donc il y a beaucoup de ces compétences qui sont exercées de façon plus fine dans tel ou tel établissement. Les solutions d'un site à l'autre, bien entendu, étant différentes, et c'est parfaitement naturel. Cet exercice qu'on fait de façon relativement simple pour le doctorat, nous ne sommes pas, en règle générale, me semble-t-il, prêts à le faire, prêts au sens, il n'est pas facile à faire. Si on regarde d'autres sujets, pour prendre un seul point, et je m'arrête là, quand je vois dans les commentaires qui sont faits par Jean-Marc Rapp autour des premières décisions sur la vague du PIA2, et quand je vois l'importance qu'il accorde sur la politique des ressources humaines, et c'est une interview que j'ai lue ce matin, il dit « Dans une université de recherche dans le monde, on doit savoir qui recrute », je me dis en France, comment on traduit ça une université de recherche, on a besoin de recrutement qui passe par l'université et par les organismes. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une situation où on va décider que le recrutement se fait systématiquement de façon conjointe, université-organisme, et que les commissions qui vont recruter sont des commissions que nous établissons de façon conjointe, dans la joie absolue, entre le comité national du CNRS, la direction du CNRS, la direction de Sorbonne Paris-Cité pour ce qui nous concerne, et les établissements que nous regroupons. Donc je vois qu'il y a une question simple. La réponse, si elle doit être apportée, est forcément une réponse extrêmement complexe et que c'est le genre d'exercice dans lequel nous sommes nécessairement obligés de travailler et d'être entraînés. Voilà donc, et dernier mot, le modèle français
fait que l'hypothèse de copier et d'intégrer en France des dispositifs clés en main venant d'étrangers est une hypothèse absurde. En revanche, bien entendu, ces hypothèses étrangères donnent beaucoup de points de repère et il est intéressant de les connaître parce que ça ouvre la diversité de solutions. Il va falloir qu'on bricole avec ces exemples, avec nos propres hypothèses et qu'on trouve dans ce bricolage quelque chose qui soit un nouveau modèle. Je n'ai pas l'arrogance de penser qu'il sera automatiquement copié à l'étranger, mais quelque chose qui nous permet d'évoluer en France de façon modeste, mais de façon résolue, nous permettant d'être ensuite reconnus sur ces ensembles comme université de recherche, même si on n'est pas obligé de mettre dans notre titre que nous sommes université de recherche, ce que ne font pas les universités de recherche en général à l'étranger. Merci Jean-Yves Mérindol. Merci donc pour cette intervention. Bon, on reviendra sur tous ces sujets, bien sûr, tout au long de cette table ronde. Je vais m'adresser peut-être à Claude Chappert. L'Université de Paris-Saclay est un peu emblématique de ces nouveaux dispositifs de coopération sur un site entre de nombreux établissements. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc en fait, je me suis un peu cadré sur comment faire travailler ensemble organismes, grandes écoles, universités dans le cadre de cet objectif d'université de classe mondiale. À l'échelle de l'Université de Paris-Saclay, c'est quand même assez compliqué puisqu'on a 19 établissements d'enseignement supérieur ou de recherche qui sont membres. Ça représente à peu près 62 000 étudiants, 6 000 doctorants, 10 500 chercheurs, enseignants-chercheurs. On a compté à peu près 330 unités de recherche et j'ai entendu ce matin que le CNRS tout entier en avait 1100. Donc ça fait à peu près le tiers. Évidemment, ce n'est pas que des unités CNRS, il y a aussi CEA, INRA, etc. Donc c'est un potentiel exceptionnel, si vous voulez, mais surtout fragmenté. Et je crois que s'il y a une caractéristique majeure de l'enseignement supérieur de la recherche française, c'est cette fragmentation. Et surtout, comme on en discutait tout à l'heure à la pause, le fait qu'on soit aujourd'hui incapable de la masquer vis-à-vis de l'international et de transmettre une image qui soit beaucoup plus intégrés au sens où Cambridge, Oxford, etc. peuvent paraître comme une seule université vue de loin, et dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comme je suis quand même, il y a encore 3 ans, j'étais directeur de labo, faire travailler ensemble organismes et grandes écoles ou établissements d'enseignement supérieur, je me suis penché vers le modèle des unités mixtes de recherche, qui est un modèle qui fonctionne. Et j'ai essayé de réfléchir pourquoi, bon, ça fait un moment quand même, puisque c'est le cœur du projet Paris-Saclay, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche. Et donc j'ai récupéré un certain nombre de mots-clés auxquels je crois. Il y a une colocalisation géographique et thématique, même si un labo peut être pluridisciplinaire, il y a quand même un objectif commun, hein, c'est peut-être de travailler sur des enjeux particuliers en pluridisciplinaire, mais il y a quand même quelque chose qui unit les gens, et du coup on a une identité commune assez forte, on appartient à un laboratoire. Il y a une stratégie partagée du laboratoire, au moins sur le partage de moyens et sur le partage d'objectifs. Et ça, dans certains labos comme le mien, qui gère de gros équipements, cette stratégie partagée est au cœur de la façon dont ça marche. Et surtout, il y a une organisation du dialogue entre les personnes, et ça, c'est extrêmement important dans le cadre de l'identité, de la stratégie, les conseils, tout ce qui est conseil, subdivision, processus et tout, c'est ça qui fait que ça marche. Et ce qu'on peut constater, c'est que ça marche mieux quand la mixité, par exemple CNRS, université, existe au niveau de chaque équipe, parce que finalement, au total, l'équipe cumule un temps de travail. Les enseignants-chercheurs sont extrêmement débordés, et quand il y a des CNRS et que tout le monde travaille ensemble, la réalité, c'est qu'on est plus efficace, tous ensemble. Il y a un accès direct à l'enseignement et aux étudiants qui est quand même au cœur des universités de recherche, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis, s'il y a un partage des tâches de recherche, pourquoi pas à l'avenir aussi partager les tâches de formation, parce que c'est quand même un sacré coup de jeunesse d'aller faire des cours devant des étudiants, et donc ça servirait à tout le monde. Alors si je devais rapidement citer un point, disons, moins bien des unités de recherche, c'est la gestion administrative multi-établissement, qui est une perte d'efficacité, à mon avis, assez considérable, et qu'il faut qu'on corrige, mais c'est très général. Je ne crois pas que ça ait sa place à discuter ici. Donc si on passe à l'échelle de l'Université Paris-Saclay et qu'on garde en mémoire ces mots-clés qui font que ça marche au niveau de l'UMR, il y a un certain nombre de choses qui deviennent évidentes. Il faut
je pense, au niveau de la commune, signature commune des publications, parce que ça contribue à créer de l'identité. Ce n'est pas tellement pour les classements internationaux, etc. Le premier objectif doit être la recherche et la création d'une identité commune. Je pense qu'il faut qu'il y ait des diplômes majeurs qui soient délivrés par l'université, toujours pour cette histoire d'identité, de faire des choses ensemble, d'avoir un objectif et des réalisations communes. Alors sur Saclay, on a fait, comme le disait Jean-Yves, 100% des doctorats, un collège doctoral unique, mais on a aussi réussi à faire à peu près 80% des mentions de master, ce qui est assez considérable. Et c'est un élément d'identité très fort. La carte d'étudiant, parce qu'il ne faut pas oublier que les étudiants ont aussi besoin de s'identifier à l'établissement. Et tout ce qui est communication concertée, ça ne veut pas dire que les établissements arrêtent de communiquer sur eux-mêmes, ça veut dire qu'ils prennent en charge le fait de communiquer pour l'Université Paris-Saclay, sur l'Université Paris-Saclay, et qu'à ce moment-là, on fait une sorte de co-construction de marque, et c'est extrêmement important, il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui flanche là-dessus. Et à l'arrivée, finalement, c'est la phrase finale, c'est que pour que ça marche, il va falloir que personnel et étudiants soient les premiers ambassadeurs de la nouvelle marque, comme ils sont les ambassadeurs de leur laboratoire pour essayer de récupérer des moyens, etc. Donc il y avait cette histoire aussi d'organiser le dialogue. On essaye quelque chose sur Saclay, ce qu'on appelle des composantes de coordination pour la recherche, la formation et le doctorat. Il faut voir ça comme essentiellement d'abord des lieux de dialogue, justement, qui organisent le dialogue, la collaboration entre enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes origines, et par le biais des participations au pilotage de ces composantes entre les établissements. Et ça, sinon, c'est une juxtaposition, et on ne va pas beaucoup plus loin, à mon avis, que ce qui se fait aujourd'hui. Ces composantes doivent être des forces de proposition en matière de stratégie partagée. En ce moment même, le conseil du collège doctoral est en train de rédiger en réunion la stratégie de développement et de promotion du doctorat. Et je pense que c'est important que ce soit les responsables du doctorat, des écoles doctorales, qui fassent remonter les propositions dans le cadre de ce dialogue. Évidemment, quand cette stratégie partagée existera, c'est à ce niveau-là que au plus près du terrain que doit se faire mise en œuvre et suivi, du moins le premier niveau de tout ça. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est beaucoup plus facile quand il y a des actions concrètes à mener. C'est pour ça que je disais que, par exemple, diplômé Paris-Saclay en doctorat et en master fait que tout le monde se sent mobilisé pour participer à ces composantes de coordination, apporter sa participation, ses compétences. Et sur les départements de recherche où on est encore en train de discuter la mise en place de la stratégie, ça pédale un peu plus difficilement. C'est souvent vu comme est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une couche supplémentaire du millefeuille? Et je pense que non, mais c'est juste qu'il y a toujours une phase initiale qui est un peu de critique à passer. Donc on a 10 départements de recherche, alors c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. C'est du bottom-up et ça ressemble beaucoup aux instituts du CNRS, j'y suis pour rien. C'est peut-être parce que le CNRS a une importance absolument prédominante. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement tout ça, c'est pas trop disciplinaire? Et puis on entend partout qu'il faudrait qu'au contraire on organise sur une base pluridisciplinaire. Donc évidemment, on a considéré tout ça et on a inventé un ex supplémentaire, ce qu'on appelle des LIDEX, laboratoires de l'IDEX, qui sont en fait des programmes organisés un peu comme des LabEx, structurés avec 200-300 chercheurs. Ceux qui sont en jaune, c'est même des LIDEX qui soutiennent des restructurations d'équipes. On crée des labos en créant par exemple le Integrative Genome Biology, c'est le AGIF sur Yvette, c'est la création d'un labo mixte CEA Paris-Sud CNRS, qui est assez énorme. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui change là-dedans. Le reste, c'est plus standard, mais quand vous regardez, ils sont tous pluridisciplinaires et même très pluridisciplinaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est finalement une contribution à l'équilibre disciplinarité, interdisciplinarité. C'est notre façon d'essayer de le faire, je pense. Quand vous regardez, par exemple, l'Institut Neuro-Saclay, il est connecté à 6 départements de recherche. Et cette interconnexion se fait beaucoup par des participations croisées de chercheurs dans les divers comités de pilotage des départements où ils vont apporter leurs idées et récupérer derrière du soutien interconnecté, etc.
Construction d'une stratégie partagée, ben là c'est extrêmement important aussi le rôle des départements ou des composantes de coordination, school, etc. Dans la mesure où finalement, ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est organiser un dialogue comme ça existe dans les laboratoires, avec les conseils, avec la direction, etc., les subdivisions, etc. Et donc là, finalement, c'est assez simple. Les composantes de coordination font remonter leurs propositions. C'est ce qu'on a fait pour bâtir l'offre de formation globale. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour bâtir la stratégie de partager en recherche. Il y a un conseil académique et un conseil des membres qui vont consolider, qui vont essayer d'apporter une vision beaucoup plus globale, mettre en place aussi les moyens des établissements dans le cadre du conseil des membres. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'à travers ça, on bénéficie à fond de la richesse de partager les stratégies locales des établissements d'enseignement supérieur et les stratégies nationales des organismes de recherche. Et puis le conseil d'administration va voter annuellement ce qu'on appelle un plan stratégique d'action moyens et structures. Et ce plan stratégique engage l'année N+1 et prévoit un peu ce qui va se passer dans les années suivantes. C'est une façon d'organiser un dialogue. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout comme ça que ça se passe dans l'industrie. On a un petit peu copié notre président venant lui-même de l'industrie. Donc ça peut se schématiser sur cette forme de schéma, hein, donc les liens entre les composantes de coordination, l'université, sa gouvernance, et puis les divers établissements qui sont partie prenante du dialogue aussi à tous les étages, ce qui est indispensable parce qu'ils mettent les moyens. Et après, j'arrive à la dernière question de Jean-Yves, qui était comment vous faites pour la RH ? Parce que ça, c'est une grosse inquiétude. Effectivement, le jury du PIA s'imagine qu'on va du jour au lendemain être capable de recruter comme si on était une seule université. Et je ne pense pas qu'on soit ça. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est d'intégrer quelque peu ce dialogue RH à l'intérieur du dialogue de stratégie, de façon, par information réciproque, à définir ensemble des propositions de profil stratégique qui permettent ensuite à chaque établissement, à l'intérieur de sa propre méthode de recrutement et politique, de commencer à contribuer. Et pour que ça ait une chance de fonctionner, ça ne peut pas se faire comme ça par décision d'une année sur l'autre. Il faut que ce processus de dialogue soit réparti sur plusieurs années. On définit chaque année et on redéfinit chaque année les profils prioritaires. On regarde ce qui a été fait en termes de recrutement. Sur ce suivi de recrutement, on va pouvoir essayer d'influer quand il y a quelque chose qui se fait plus vite que prévu ou qui ne se fait pas du tout, etc. Ou quand l'environnement change. Et après, il y a aussi à côté, il reste un point, mais qui concerne finalement assez peu de personnes, c'est tout ce qu'on va faire en termes d'attractivité et de politique de chaire d'excellence. Donc là, grâce à l'IDEX, par exemple. Et là, il faut un package attractif. Et le regret que j'aurais, c'est qu'en fait, on est en concurrence depuis... Ça fait plusieurs fois qu'on a des candidats qui se candidatent aussi à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et eux, quand on leur fournit un package, on leur fournit aussi des assistants. Ce n'est pas un seul recrutement, c'est carrément une équipe. Nous, on va leur donner des post-docs ou des doctorants, mais ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact. Et ça, c'est un niveau de coordination qu'on n'est pas forcément capable de faire aujourd'hui, mais qu'il faut garder à l'esprit. Pour conclure, c'est work in progress. Je pense que ça a déjà été dit par d'autres, sans le soutien de l'IDEX, ça ne pourrait pas se faire. De toute façon, il faut un soutien financier. Et bon, j'espère qu'on réussira. Merci Claude Chappert pour cette présentation extrêmement concrète des enjeux et des défis actuels. Je me tourne vers Édouard Husson, donc, qui est professeur à l'Université de Picardie, mais qui est, dans ses fonctions antérieures, a eu à accompagner de près certains des projets d'évolution de l'enseignement supérieur dont nous parlons aujourd'hui. Édouard Husson, vous êtes aussi un fin connaisseur du système universitaire international, et je crois que c'est un peu de ce sujet-là que vous comptiez parler cet après-midi. Oui, alors on va faire un... Merci Daniel, on va faire un intermède, si j'ose dire, un entracte, au sens où nous étions tombés d'accord qu'il pouvait y avoir un intérêt à réfléchir en creux sur les modèles du modèle français. Et donc, je voudrais vous parler en quelques minutes de la tournure que prennent les débats aux États-Unis, qui sont extrêmement nourris
et dense sur l'avenir de l'université américaine et de l'université de recherche, bien sûr. Alors pourquoi en parler? Je crois que Jean-Yves Mérindol il faisait allusion en commençant. Dans tout ce qui a été fait depuis une bonne quinzaine d'années, il y a eu bien sûr l'impact de Shanghai, il y a eu d'autres éléments, mais il y a eu aussi toujours des modèles implicites ou explicites, que ça soit la référence historique au modèle Humboldtien, que ça soit aussi le modèle de l'université de recherche américaine. Et réfléchir à l'avenir, bien sûr, nous avons bien tous conscience d'être pris dans des complexités. Il y a la question de l'empilement des structures, dont on se plaint souvent. On parle de fusion, mais il y a aussi la question de complications éventuelles. Ou bien comment s'y prend-on pour simplifier? Il y a la question de la subsidiarité, qui a été évoquée tout à l'heure, qui n'était même pas claire dans les universités avant les regroupements, qui devient donc complexe après. Mais en même temps, ce dont il faut avoir conscience, c'est que le débat ne cesse d'avancer dans d'autres pays. Et je voudrais que pendant quelques minutes, on se tourne vers le débat américain, où très clairement aujourd'hui, un certain nombre de voix autorisées, de présidents ou d'anciens présidents d'universités réfléchissent à l'avenir de ce que nous appelons l'université de recherche de classe mondiale. Et je voudrais insister sur un point. Je vais identifier cinq lignes de force du débat. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que je crois que quand on essaye de définir l'université de recherche de classe internationale ou mondiale, il faut bien voir que, et ça va ressortir très fort dans les débats américains, c'est pas quelque chose qui est en suspension comme ça, qui peut tenir par lui-même. Il y a forcément un environnement, il y a un écosystème, il y a un contexte. Les universités de recherche, elles n'existent pas tout seules. Elles existent dans un environnement, que ça soit l'ensemble de l'environnement de l'enseignement supérieur dans un pays donné, que ça soit l'insertion socio-économique. Et je vais donner quelques détails. Alors, je voudrais insister d'abord, premier point, il y a un débat en ce moment très fort aux États-Unis, et je pense que ça vaudrait la peine d'en prendre plus conscience en France, sur l'enjeu, et là je nuancerai un petit peu ce qu'a dit Laurent Buisson tout à l'heure, du malthusianisme. Le risque du malthusianisme, c'est-à-dire quand les Américains évidemment réfléchissent à l'avenir de leur économie, à leur capacité à rester à la première place, il y a la question de leur capacité à produire toujours plus de diplômés de très haut niveau. Or, paradoxe ou pas, par exemple en 2014, Harvard a été fier d'annoncer qu'elle avait eu la sélectivité la plus forte de toute son histoire, ne sélectionnant que 5,3% des étudiants qui s'étaient présentés. Alors, bon, ça fait quand même un nombre important, ça fait des gens qui vont être très bien formés, mais quand on enlève les étudiants internationaux, et les Américains sont extrêmement sensibles au fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui auront envie peut-être de rester dans leur pays au fur et à mesure que les universités deviennent plus compétitives. Ça veut dire encore moins d'étudiants américains sélectionnés. Et ça pose la question, effectivement, de la capacité à intégrer, à faire monter vers les universités de recherche, vers les universités leaders, a fortiori, des étudiants pour former, puisque on estime que chaque année, s'il fallait répondre aux défis de l'économie de la connaissance, c'est ce que disent des économistes américains, eh bien, il faudrait à peu près 1 million de diplômés graduates de plus si on voulait répondre aux défis de l'économie de la connaissance. Alors, premier débat intéressant parce que on voit que la question de l'inclusion sociale n'est pas simplement n'est pas si originale que ça quand on la pose en France. Bien sûr, on la pose en France souvent avec la question de l'accès aux grandes écoles. On la pose sur la capacité la question de la sélectivité ou pas. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, dans ce que nous prenons pour référence les universités de recherche, le débat est en train d'être lancé avec, bien sûr, en arrière-plan aussi,
la question des écarts salariaux suivant qu'on est graduate, undergraduate ou qu'on est simplement sorti d'une high school. Et donc, la question qui se pose aussi, puisqu'aujourd'hui, entre quelqu'un qui est sorti d'une high school et quelqu'un qui est graduate, il y a un écart salarial moyen de 80%, alors qu'il était simplement de 45% en 1970. Voilà les sujets. Premier grand axe de débat, et je crois qu'il est important d'en prendre connaissance. Ça peut être transversal à nos débats, ça ne résout pas forcément toutes les questions qu'il y a chez nous de coopération entre les différentes composantes du système. Malgré tout, il faut avoir conscience que notre interrogation sur exclusion ou inclusion, enfin sélection ou bien inclusion, il est aussi très présent en ce moment aux États-Unis. Deuxième grand sujet, là je vais ne pas m'étendre, mais il y a en ce moment un débat assez fort sur les conséquences de la diminution des fonds publics dans le financement du système d'enseignement supérieur. Pour vous donner là aussi simplement un chiffre, entre 2001 et 2012, le financement public à la fois au niveau fédéral, au niveau des États et des municipalités, a diminué de un peu plus de 30%. Ce qui est tout à fait considérable. Là aussi, mettons ça en perspective. La situation n'est pas aussi dramatique chez nous ou en Europe. Ça dépend en même temps des pays. Mais en même temps, avoir en tête qu'aux États-Unis, il y a une conscience de plus en plus forte que ça n'est pas simplement les universités privées qui ont fait la force de la recherche américaine ces 40 dernières ou ces 50 dernières années. Ce sont aussi les universités publiques et qu'il va y avoir un véritable défi à surmonter. Et c'est important parce que ce sont des questions qui atteindront l'Europe d'ici, il faut souhaiter que ça ne soit pas d'ici quelques années, peut-être plus rapidement. Je ne m'étends pas là-dessus. Troisième grand axe, je crois, absolument passionnant. Ça rejoint ce que disait Claude Chappert à l'instant, l'exemple qu'il donnait à propos de Saclay. On va dire d'un terme un peu général, l'interdisciplinarité. Le constat qui est fait très clairement par tous ceux qui observent ou qui simplement recensent les publications issues des universités de recherche américaines, c'est de dire que la part des publications interdisciplinaires augmente chaque année et depuis au moins une quinzaine d'années. Alors, la question, c'est de savoir comment on l'encourage, comment on le reconnaît, puisque par ailleurs, il y a une conscience très forte, et puisque ça a été structurant pour l'identité des research universities aux États-Unis, de la culture du département et même d'un certain traditionnalisme attaché au département qui est disciplinaire. Bon. Alors là, il y a un certain nombre de discussions extrêmement vivantes qui ont lieu en ce moment. J'attire votre attention sur, en particulier, les débats entourant les sciences humaines et sociales, qui sont extrêmement vivants aux États-Unis, et avec l'idée qu'il y a eu un certain nombre d'occasions manquées dans les 20 dernières années, et qu'en particulier, ça doit se traduire pas simplement dans l'encouragement à l'interdisciplinarité, ça doit se traduire aussi dans les curriculums des étudiants, la possibilité de mêler sciences sociales et sciences dures. Alors, le cas extrême qui est issu de ce débat, c'est le projet Minerva qui est né à Los Angeles l'année dernière. L'objectif étant de créer un bachelor qui soit complètement interdisciplinaire en même temps qu'il sera international, puisqu'il emmènera les étudiants sur 4 à 5 campus, sur 4 campus différents lors des 4 années du bachelor. Quatrième axe structurant, et là je pense que c'est très important aussi quand on réfléchit à l'avenir de nos universités de recherche et à ce que ça implique. Bien sûr, la question qui est posée de plus en plus fortement, c'est celle de l'insertion socio-économique de l'université de recherche. Parce que un des intervenants disait tout à l'heure que ça allait de soi, que l'impact, la question, finalement, ça n'était pas dans les critères de définition de l'université de recherche, que ce soit par l'Association américaine des universités ou par la Ligue européenne, mais que finalement, ça allait de soi. Il y avait un impact indéniable socio-économique. Si on regarde bien le débat américain, il est beaucoup plus complexe que ça, et il y a plus d'inquiétude
Quand on regarde, par exemple, ce qui est répercuté par Michael Crow dans son livre Designing the New American University, on s'aperçoit qu'il y a une vraie inquiétude. Je vais le formuler de manière assez simple. L'objectif devrait être qu'une université de recherche soit, d'une certaine manière, Smart University in a Smart Territory. Or, on a un paradoxe, alors même qu'on est entré dans l'économie de la connaissance, c'est que la connaissance, elle peut être produite ailleurs qu'à l'université et que finalement, on peut même se retrouver dans une situation où si les universités ne savent pas s'adapter, par exemple, ne savent pas faire autre chose que de la recherche fondamentale, même à très haut niveau, eh bien, les universités ne soient plus les lieux de création principale de la connaissance dans l'économie de la connaissance, avec toutes les répercussions que ça aura sur la question de leur utilité socio-économique. Et donc aussi, on revient éventuellement à la question des financements publics. Et donc, le débat me semble, de ce point de vue, extrêmement vivant, extrêmement riche actuellement aux États-Unis. Dernier axe structurant, c'est bien sûr la question des nouvelles technologies et en particulier de la numérisation, numérisation des enseignements. Plus globalement, je crois, ce qui est intéressant, il y a plusieurs aspects à faire remarquer. Le débat français s'est beaucoup focalisé sur les MOOC. On en a parlé, il y a un effet gadget, il y a eu des créations en France comme la plateforme Fun. Mais moi, ce qui me frappe, quand on aborde la référence américaine sur ces sujets, c'est qu'on ne voit pas les strates différentes. Premièrement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça peut apparaître comme une évidence, mais actuellement, le débat est très intense aux États-Unis, lié à la question de l'open access, aussi sur la question de l'open research, et la question en particulier, ce qu'on pourrait appeler les MOOR, c'est-à-dire Massive Open Online Research. Il y a un certain nombre de questions, en particulier à l'ère des big data et du data mining, sur le traitement de données qui sont en accès libre. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas forcément le cœur du débat. Le plus important, je crois, c'est de voir... je pense que le problème qu'ont rencontré beaucoup d'établissements français, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'on va faire 3 ou 4 MOOC parce qu'il faut en faire, parce qu'il faut être sur Coursera ou ailleurs, une fois qu'on a dit ça, oui, alors ça a quand même un coût de fabrication, et puis les enseignants-chercheurs ont-ils le temps d'en fabriquer, etc., etc., ou alors est-ce que ça remet en cause les modèles financiers? Mais on ne voit pas, en fait, premier élément très important, que les universités américaines actuellement se fixent un double objectif. Et donc, les universités de recherche ont un rôle leader là-dedans. Premier objectif, c'est être absolument... qu'il y ait un campus virtuel qui double le campus physique. C'est la question, pas simplement du blended learning, de la flipped classroom, c'est la question, en fait, plus globalement, de l'organisation à la fois de l'espace, le réaménagement de l'espace, le réaménagement des campus, là aussi, question très importante, et puis, plus globalement, la réorganisation des cursus. Alors, et la capacité d'un établissement à créer une plateforme intégrative. Ça, c'est la première chose. Et on oublie souvent, quand on pose le débat, pas simplement en France, je crois que c'est un phénomène européen général, c'est que les MOOC n'ont pu naître parce que d'abord, il y avait des learning management systems internes qui avaient été construits, qui étaient efficaces et qui étaient intégrateurs. Et que c'est à partir de ces learning management systems qu'on a pu se poser la question d'exporter le savoir, de le diffuser. Alors, la deuxième caractéristique, me semble-t-il, des débats américains en ce moment, c'est le fait que les universités les plus actives dans ce domaine n'oscillent pas de la question de la plateforme interne à une espèce d'ambition globale. On voudrait atteindre n'importe quel étudiant partout dans le monde. On a peut-être ce discours à la rigueur issu des plateformes. Peut-être que Harvard se permet ce genre de discours, encore que ça passe par edX. Mais ce qui est caractéristique, c'est que les universités américaines sont capables de dire très exactement quel objectif chiffré elles se fixent d'étudiants à avoir en ligne. Je reprends l'exemple de Michael Crow, président de l'Arizona State University.
il a fixé un objectif il y a 5 ou 6 ans de 100 000 étudiants en ligne pour l'université, en plus des étudiants de l'université. Et donc chaque année, je crois qu'ils en sont à peu près à 70 000 actuellement, et il faut atteindre l'objectif dans 3 ans. Alors ce qui veut dire qu'il y a un traitement qualitatif aussi qui est fait, et qu'on considère que ça fait partie d'une stratégie globale de développement. J'insiste sur Michael Crow parce qu'il me semble que il est président après avoir été vice provost à Columbia, il est président de la Arizona State University depuis une bonne dizaine d'années, et il a très clairement formulé des ambitions de refonte, redesigning comme il dit, du système de l'université de recherche, qui peut-être un jour, ça les historiens le diront, en feront un égal de Charles Eliot, le président de Harvard au tournant du 19e ou du 20e siècle, ou de Robert Gordon Sproul qui a créé véritablement le système multicampus de l'Université de Californie. Et je vous recommande son livre Designing the New American University, Research University, qui est absolument remarquable. Mais voilà, pour conclure, si vous voulez, j'insiste sur le fait que nos débats sur les universités de recherche de classe internationale ne peuvent pas se déployer par rapport à un modèle qui aurait été fixé à un moment donné. Exemple, il est certain que la référence qui pouvait être celle du jury IDEX à un certain moment, elle se faisait, alors là je pense aux 2 premières vagues, elle se faisait éventuellement par rapport à de très grandes universités internationales, enfin au plan international, qui avaient relativement peu d'étudiants en comparaison. Par exemple, c'est ce qu'a pu expliquer le succès de PSL lors de la première vague, c'était qu'en comparaison internationale, même s'il y avait peu d'étudiants, mais ça se comprenait bien, ça pouvait se comparer à autre chose. Or, aujourd'hui, on voit bien que le défi que se posent les Américains, c'est celui justement de l'augmentation du nombre d'étudiants tout en restant dans une logique d'excellence. Comment peut-on répondre à ça? Est-ce que c'est d'autres composantes de notre système français qui sont en avance de ce point de vue-là? Est-ce que c'est... Voilà, c'est des questions... Et je crois qu'il faut surtout penser que quand on va réfléchir à la pratique et à l'avenir de nos universités de recherche, il faut qu'on ait conscience que le débat ne s'arrête pas aux IDEX et aux commus, qu'il continue à l'étranger, qu'il est extrêmement actif, extrêmement vivant. Et j'insiste sur la capacité actuelle aux États-Unis à remettre en cause ce qui est bien sûr un fleuron à l'échelle internationale. Mais le discours qu'on trouve à peu près partout en ce moment, c'est aucun problème du point de vue de la recherche. Oui, nos universités vont rester en avance, vraisemblablement, dans les 30-40 ans qui viennent. La question, c'est tout le reste. Et c'est tout le reste qui pourrait nous empêcher soit de progresser, soit de répondre à des demandes qui deviennent aujourd'hui celles des étudiants à travers le monde. Et je finirai juste là-dessus. Ce qui ressort des débats américains, c'est l'idée que peut-être il va falloir passer de la faculty-driven university à la student-driven university. Et je crois que, pour finir sur cette remarque, quand on réfléchit à l'avenir de Saclay, de PSL, de Sorbonne Université et de Sorbonne Paris-Cité et de toutes les autres grandes universités qui ont émergé et qui ont les capacités de devenir des champions, peut-être il va falloir se préoccuper à l'avenir beaucoup plus de ce que les étudiants s'approprient les projets et que ces projets répondent aux attentes et aux demandes des étudiants français ou internationaux. Merci. Merci Édouard Husson pour cet éclairage particulièrement intéressant. Je me tourne maintenant vers Alain Fuchs. Donc Alain Fuchs, vous présidez le CNRS, classé premier organisme de recherche dans le Nature Index, là, comme on l'a vu récemment, responsable de la vision nationale de la recherche française dans son domaine. Comment vous situez-vous par rapport à l'émergence de ces politiques de sites, de ces universités de recherche dont on parle cet après-midi? Mon point de départ, ça va être de se dire pourquoi est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il est possible de faire travailler ensemble universités, organismes et grandes écoles. Voilà. Si je pars du terrain, c'est-à-dire des laboratoires, on appelle ça des unités, je ne sais jamais comment vous préférez que ce soit des unités. Moi, je n'ai plus travaillé dans les laboratoires.
bizarre. Après, on s'étonne que les gens ne comprennent pas que ça veut dire une commune à l'étranger, mais quand on dit une unité, ça veut dire quoi une unité? Bon. Je reprendrai ce que disait Jean-Yves Merlin tout à l'heure. Il ne l'a pas dit comme ça, mais on n'a pas attendu les communes pour travailler ensemble. Bon, c'est pas exactement ce que tu as dit, mais bon, à peu près. Pas comme ça en tout cas, mais je le dis plus brutalement. Si je pars du terrain, les unités mixtes, de ce que je vois moi, c'est-à-dire les unités mixtes de recherche qui comprennent le CNRS, mais il n'y a pas que ça, il y a des unités mixtes de recherche avec l'INRA, avec etc., ça a été dit tout à l'heure. L'INSERM, évidemment, l'INSERM et CNRS, c'est quand même très très proche dans leur fonctionnement et leur proximité avec les universités. Il y a quand même là quelque chose d'assez spécifique au système français, c'est que la recherche se fait dans des lieux où les personnels CNRS et personnels universitaires, personnels des écoles travaillent ensemble. C'est quand même une force, je trouve que c'est une force considérable. La façon dont nous voyons les UMR, c'est c'est-à-dire les UMR qui impliquent le CNRS. Je n'ai pas de chiffres particuliers ou d'autres. Je ne suis pas sûr qu'on puisse extrapoler à l'ensemble des relations avec les différents organismes de recherche en France, mais parlons simplement de celle-là, puisque c'est à peu près 1 millier d'UMR, effectivement. Les UMR, c'est en chiffres 11 000 chercheurs CNRS, et je ne parle que des chercheurs, pour juste signaler que 11 000 chercheurs CNRS, les contractualisations des UMR conduisent à ce qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs d'universités ou d'écoles sont des membres de ces UMR. Quand on est enseignant-chercheur, on est dans une UMR où on n'y est pas, mais ça c'est contractualisé. Combien d'enseignants-chercheurs dans les UMR avec le CNRS? On va dire à la louche presque le double en nombre, presque le double. C'est à la louche. Et si vous voulez des chiffres plus précis, c'est simplement les ordres de grandeur qui sont intéressants. Donc, vous avez... Alors, après, vous savez qu'on peut partager le temps de travail de l'enseignant-chercheur en 2 parties, si on veut. Enfin, vous avez une force considérable de recherche qui est apportée par les enseignants-chercheurs, sans aucun doute. Donc, une UMR qui est CNRS, université telle, école, etc., c'est un laboratoire mixte. Effectivement, le M est bien là pour signifier la mixité. C'est un laboratoire qui représente une façon de s'organiser pour, excusez-moi de le dire comme ça, mais de sélectionner, pour qu'un enseignant-chercheur soit dans une UMR, vous savez, les critères qui sont ceux de l'ARES, enfin des universités. Les enseignants-chercheurs qui sont dans les UMR sont des chercheurs publiants. Les chercheurs qui sont dans les UMR sont évalués par le comité national et sont évalués très sérieusement. Un chercheur qui ne publie pas, il n'est pas dans une UMR, enfin ça n'existe pas, disons. Voilà, bon. Donc l'UMR, c'est un bien commun, ce sont des biens communs. Et donc c'est quand même une réalisation de la façon dont on peut travailler ensemble. Daniel mentionnait, alors je me suis exprimé sur le nouveau classement Nature, le Nature Index. Il vaut ce qu'il vaut, comme tous les classements. Moi, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il met en évidence sur un domaine scientifique assez, pas extrêmement étendu. Il y a par exemple pas les maths, il n'y a pas les sciences humaines et sociales, c'est quand même un peu énorme, mais sur un domaine qui touche autour de ce qu'on publie dans Nature et dans Science typiquement, met en évidence la force extraordinaire de la science française globalement. Et ça, c'est les UMR. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'au fond, il n'y a pas de question. On sait travailler ensemble. La preuve, les UMR. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, dit comme ça, c'est pas satisfaisant, je vous dis là, parce que vous avez tous en tête, ah ouais, mais alors, qui décide de quoi? La stratégie, qui fait la stratégie, qui fait l'international, qui fait les relations avec les entreprises, et puis est-ce que le CNRS, quand il se mêle des regroupements et des IDEX, c'est quoi qu'est-ce qu'il y fait, il fait quoi?
il prend les décisions à la place des autres, ou il surplombe, ou au contraire, il se met un petit peu de côté en disant on y est, mais en fait on n'y est pas parce qu'il n'est pas bien organisé. Ça, ce sont des questions institutionnelles. Voilà, je ne peux pas les négliger. On y passe quand même beaucoup de temps. J'enlève le trop juste là, mais c'est ça que ça veut dire. Réalisons quand même que tout le travail qu'on est capable de faire sur le terrain contribue. Je pense que même dans les cantines, je ne crois pas qu'il y ait des cantines. Enfin, de mon temps, il n'y avait pas ça. Une cantine séparée pour les personnels CNRS des UMR et une cantine séparée pour les enseignants-chercheurs. Il y a même, j'en connais, qui vont déjeuner ensemble. Donc, on a quand même réussi à montrer qu'on pouvait travailler ensemble. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on s'en faire. Et j'en prends ma part, puisque je considère, à tort ou à raison, que c'est un acteur de la construction des regroupements. Donc je prends ma part de reproche dans ce que je dis là. On ne va pas assez vite. On ne va pas assez vite. On ne règle pas suffisamment vite les questions institutionnelles, les questions de qui fait quoi, les questions de subsidiarité, voilà. Je prends... On a des points aveugles dans nos regroupements, au sens large. Hein. Ce n'est pas vrai partout, mais je vois qu'on a énormément de mal à travailler sur l'international. Énormément. Ça fait partie des choses que... Voilà, peut-être pas partout, mais quand même, c'est très dur. Pourquoi? L'hypothèse que souvent, chaque institution a son créneau international. Moi, j'ai ma filière... pas quoi, taïwanaise, ou j'en sais rien. Souvent c'est chinoise ou brésilienne. C'est quand même quelque chose qui participe de ma marque. Et donc je ne veux pas la partager. Les relations avec les entreprises, pareil. Je ne connais pas beaucoup de regroupements où cette question est facile. Pour les mêmes raisons. Moi, j'ai mon réseau de... puis il y a la thèse d'apprentissage. En plus, c'est pas facile en ce moment, la taxe d'apprentissage. Hein. Voilà. Donc, si je commence à partager ma taxe d'apprentissage, moi qui en ai beaucoup, avec l'autre qui n'a pas fait beaucoup d'efforts pour en avoir, voilà. Donc ça c'est des points très difficiles. Mais pourquoi? Il faut avancer. Il faut voilà. La question RH et la question de recrutement, elle a été abordée par Jean-Yves. Claude en a dit un mot. J'approuve tout à fait ce qui a été dit. Je ne crois pas que la question RH, au sens comment pouvons-nous développer une stratégie commune RH, soit une question si difficile que ça. C'est notre responsabilité que d'avancer dans ces questions. Et là, il faut un peu de courage. Et le courage, ça n'est pas de modifier, de se lancer dans la modification de la réglementation des uns et des autres qui touche au recrutement des chercheurs d'un côté, des anciens chercheurs de l'autre, etc. Parce que là, on va s'enferrer dans des discussions sans fin, des résistances à n'en plus pouvoir, etc. On va changer des statuts, enfin, etc. Il ne faut sûrement pas commencer par là. Et peut-être même pas terminer par là non plus. Enfin, il s'agit essentiellement de se mettre d'accord sur une stratégie de recrutement, puis ensuite de se mettre d'accord sur qui fait quoi et qui a la possibilité de faire quoi avec ces méthodes et avec ces méthodes de recrutement dans le cadre de la réglementation existante. Et ce que nous pouvons faire ensemble, c'est travailler sur les bonnes pratiques de recrutement. C'est-à-dire importer des uns aux autres ce qu'on considère éventuellement comme des bonnes pratiques. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment fondamentalement de difficulté, si on veut y aller, à mettre en avant une stratégie commune de RH. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait cette difficulté-là. Ou en tout cas, je trouve que notre responsabilité, je considère que notre responsabilité, aujourd'hui, c'est d'avancer et d'avancer plus vite sur ces questions-là, tout simplement parce que ce qui se fait sur le terrain, dans les UMR, c'est de la recherche de grande qualité, c'est des endroits où ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on peut travailler ensemble. Par conséquent, ce que nous devons en tant que dirigeants, ce que nous devons aux personnels qui sont dans les UMR, c'est-à-dire chercheurs, enseignants-chercheurs, etc., ingénieurs, techniciens, bien sûr, évidemment, l'ensemble des personnels. Ce que nous leur devons, c'est d'être capables, dans un temps relativement court maintenant, de sortir de cette espèce de milieu du guet dans lequel nous sommes pour
enclencher quelque chose qui est irréversible, qui est véritablement d'être capable de faire au niveau institutionnel ce qui se fait au niveau du terrain. Voilà. Pourquoi? Parce que on ne va pas rester comme ça. Je trouve que, c'est un sentiment, je ne suis pas sûr d'être capable de le démontrer, je ne trouve pas qu'on avance très très vite en ce moment. Voilà. Je ne trouve pas. Je trouve que ça patine un peu, je trouve que on a un peu tendance à s'enferrer dans des problèmes de statut, de ci, de ça. C'est très bien d'avoir fait des communes, et puis c'est la loi, voilà, il fallait les faire. Donc, elles sont faites maintenant, les communes, ça y est. Voilà, faisons-les travailler, et puis réfléchissons au projet que portent les statuts. À force de couper les cheveux en quatre sur les prérogatives des uns et des autres, autour des signatures, des ci et des ça, et comment rentrer dans tel ou tel classement, là, je pense qu'on n'est pas dans une dynamique aussi positive qu'on a pu l'être il y a quelque temps. Donc, c'est pas parfaitement normal qu'il y ait une dynamique qui soit peut-être un peu plus lente ou un peu plus rapide à certains moments, mais je crois qu'il faut que nous avancions. Et je suis content qu'on ait pu avoir cette intervention d'Edouard Husson à l'instant, parce que regardons un tout petit peu ce qui se passe autour de nous. Voilà, regardons un peu. Quoi, hein. C'est quand même... il me paraît assez clair, pour reprendre ce qui vient d'être dit par Edouard, il me paraît assez clair qu'on a devant nous, et sans doute dans des temps relativement courts, hein, l'agenda n'est pas si éloigné que ça, des vrais problèmes qu'il faut aborder une fois qu'on aura avancé dans nos structurations, etc. Ces problèmes, tu les as mentionnés, c'est les financements. Qu'est-ce qu'on croit ? On croit quoi ? On croit qu'en Europe, en Europe on va dire, il va y avoir une augmentation générale et considérable des financements de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les 10 prochaines années. C'est ça qu'on croit ? Peut-être. Très bien. Bon. La révolution qui est en train de se faire et qu'on attendait de toute façon sur les modes de transmission des connaissances. Effectivement, on s'est excité sur les MOOC. Il fallait bien faire des MOOC et c'est très bien. Mais c'est une toute petite partie, tu l'as dit, je ne reprends pas ce que tu as dit, c'est une toute petite partie du problème. Hein, toute petite partie de la question. Ce que font un certain nombre d'universités aux États-Unis, mais dans bien d'autres endroits, dans leur ancrage local. Hein, ces grandes universités s'appellent, c'est pas très joli, mais se disent glocales, c'est-à-dire à la fois global et local. Local, on n'est pas si bon que ça. Enfin voilà, ça, ce sont des vrais grands sujets de demain, et peut-être même de demain matin. Donc je pense qu'il faut me semble-t-il, on a besoin aujourd'hui d'un sursaut, d'avancer plus vite. La question initiale qui était posée, Daniel, pouvons-nous travailler ensemble? C'est pas pouvons, c'est nous pouvons travailler ensemble. On l'a démontré, et on doit pouvoir faire à l'échelle institutionnelle ce qu'on fait à l'échelle du laboratoire. Il y a même d'ailleurs, puisqu'on est ici à Paris, pour le cas spécifique de la région parisienne, nous disons, et peut-être même de Paris intramuros, on voit bien que les considérations du terrain, des UMR, et celles des regroupements institutionnels sont aujourd'hui, ces questions des relations de l'un à l'autre sont compliquées. Et même si on n'avance pas suffisamment vite, sont susceptibles de remettre même en cause le modèle du MR à un moment donné. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. On en est au point où parfois on se demande s'il ne faut pas créer autant d'UMR que d'IDEX quand, par malheur, l'UMR est sur plusieurs IDEX. Alors quand je dis par malheur, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'en général, ce sont de très bons labos et qui ont justement bénéficié de ces multitutelles. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut absolument avancer. Alors je termine sur un tout petit point, un tout petit point qui est la spécificité du modèle français. J'en ai marre, moi, d'entendre que le modèle français est spécifique et qu'on est les seuls à avoir ci, à avoir ça, etc. Il faut quand même réaliser, une fois pour toutes, que dans le monde entier, il y a des universités, il y a des organismes de recherche et il y a même souvent des écoles. Ça n'est pas l'exception, c'est la règle. Après, ce sont des questions de curseur. Est-ce qu'on met l'accent plus sur l'un, plus sur l'autre? Mais
des pays comme l'Allemagne avec la Max-Planck-Gesellschaft, avec Helmholtz, etc., Leibniz, le Japon avec les organismes comme le RIKEN, le NIMS, l'AIST, voilà. La Corée du Sud qui avait que des petits organismes, chacun dédié à une application précise, et qui crée aujourd'hui un Institute for Basic Science, et ainsi de suite. Et ce n'est pas la peine de multiplier. Des organismes et des universités, il y en a partout. Et quand vous considérez les États-Unis d'Amérique, ces organismes s'appellent des National Labs. Et les National Labs ont un poids considérable, notamment dans les publications. National Labs, Oak Ridge, etc. Bon, donc, arrêtons de considérer qu'on est complètement... voilà. Si effectivement, comme toujours, il y a une spécificité française, c'est de faire à peu près la même chose que les autres, mais en moins bien organisé. Voilà. Bon, ben ça c'est connu, ça ne va pas y revenir. Hein. Bon, voilà. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est bien d'avoir les uns les autres, etc. C'est une donnée de l'histoire, et toute la question se pose de savoir comment on les articule les uns aux autres. Moi, je considère, non pas que c'est un modèle français, parce que bon, c'est un peu prétentieux, mais ça pourrait le devenir. Si on arrive à faire au niveau institutionnel ce qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire cette mixité, ça c'est plus que l'hybride. Hein. L'hybride, c'est d'avoir différentes institutions dans un même ESR. Ça, c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on a en Allemagne, au Japon, ce qu'on a plein. Ça, c'est le caractère hybride des ESR. Et c'est comme ça. Bon, alors on peut rêver, comme le CDE, à la disparition des... je pense au rapport de l'OCDE, vous savez, sur la disparition des organismes. Mais c'est surtout en France qu'ils voulaient que ça disparaisse. Ils n'ont rien dit sur l'Allemagne. Hein. J'attends le rapport de l'OCDE sur l'Allemagne. J'attends le jour où on dira il faut que la Max Planck-Gesellschaft disparaisse parce que ce serait tellement mieux qu'il n'y ait que des universités en Allemagne. Voilà. Le caractère hybride, c'est universel. Ce que nous avons quand même d'un peu particulier, c'est cette mixité. Or, je suis bien d'accord avec Joël pour dire que notre système n'éclaire pas le monde, hein, sans aucun doute. En revanche, je peux vous dire que le travail qui est en train de se faire, qui est justement de faire que notre modèle hybride devienne un modèle plus mixte qu'il n'a pu l'être, ou en tout cas un modèle où on n'a pas d'un côté les organismes, de l'autre les universités, ça intéresse beaucoup de monde. Alors ça les intéresse, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en inspirer, mais je suis souvent interrogé par des collègues japonais, par exemple. Ils disent, en France, il paraît que vous êtes en train d'essayer de faire ça. Comment ça marche? Nous, notre problème de relation organisme-université est toujours un problème ouvert. On n'est pas complètement certain de savoir comment s'y prendre. Voilà. Donc on est loin de dire qu'on est en train de bâtir un modèle pour un modèle universel. C'est dommage, hein, un modèle universel qui s'imposerait de lui-même. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que la mixité, elle existe sur le terrain. Il faut qu'elle se traduise institutionnellement par des vraies avancées. Maintenant, c'est le moment. Et que ça, c'est peut-être quand même l'ébauche d'une spécificité française. Merci Alain Fuchs. Donc, je me tourne vers Thierry Coulon. Donc, vous présidez Paris Sciences et Lettres. Vous avez suivi de près l'évolution de ces institutions, la mise en place des IDEX. Vous revenez de là-bas en bas, là, down under. Quel est votre point de vue là, sur les enjeux de visibilité internationale de notre système d'enseignement supérieur? Bon, on est face à un paysage qui bouge un peu trop vite pour nous, qui bouge peut-être un peu trop lentement pour les autres ou pour être dans la compétition. On voit émerger un certain nombre d'acteurs plus consistants, plus massifs. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est quelques remarques sur le paysage, et puis rien de moins qu'une petite proposition d'être ensemble ou de manière de coopérer ou d'être en compétition. Enfin, une espèce de tentative de décrire le jeu collectif qui pourrait se présenter. Alors, on se met d'accord rapidement sur le constat. On sort d'un monde... on est en train de sortir, on n'est pas complètement sorti, d'un monde régulé par la loi, une loi très bavarde, le Code de l'éducation, c'est quand même extraordinaire, par la géographie, évidemment,
et qui se régulait il y a encore peu d'années, finalement, par l'allocation des moyens. Enfin, voilà. Je me souviens d'avoir fait la fête à Cergy parce que j'avais obtenu 100 000 euros de Jean-Marc Montel. Enfin, je me sentais très très bien. C'était l'époque où c'est aussi moins d'argent. Enfin, je veux dire, après tout. Mais bon, c'était ou c'est un paysage. C'est la difficulté, c'est qu'on le voit bouger. C'était un paysage dont on a tous dit et redit qu'il était extrêmement fragmenté, qu'il était traité d'une manière uniforme ou avec une fiction d'uniformité. Hein, Laurent l'a bien dit. Qu'il était quand même loin de l'innovation, même si là aussi on passe notre temps à se demander si et comment, mais en réalité l'impact économique est peut-être pas ce qu'il doit être, et puis qui ne brille pas par la justice et l'efficacité de son système de formation, ou en particulier de formation des élites. Bon. Et puis dans l'impact international, on peut en discuter. Bon. Ça, c'est ce qu'on a tous en tête. Alors maintenant, quelques remarques, et j'essaye de les faire converger vers le nouveau jeu qui peut se mettre en place, disons, entre nous, pour aller vite, entre nous, et ça s'élargit évidemment à pas mal d'autres alliances. La première remarque, Alain l'a dit de manière très claire, c'est que le problème des moyens est posé. L'État est au bout. Alors on peut peut-être se rajouter une parenthèse, il est au bout pour ce qu'on apporte pour le moment. Je veux dire, si on apportait beaucoup plus à un moment donné, peut-être qu'on pourrait reposer la question à la société. Mais enfin, il est au bout pour le moment. La société se méfie, et les entreprises se méfient terriblement. Elles n'ont pas confiance, en gros. Bon. Il suffit d'aller au MIT et qu'on nous dise, bon, vous êtes bien gentil, mais enfin, il faut que vous sachiez que Total finance chez nous des chaires qui sont avec un zéro de plus de celles qu'il finance au Collège de France. Bon, ça fait un petit choc, mais c'est vrai. Ils se méfient, ils ont des raisons pour ça, d'une certaine manière, ça peut se comprendre. Donc, la conclusion que je tire sur la question des moyens, c'est la suivante. Je crois qu'il faut qu'on se pose de manière obsessionnelle la question de notre valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée est-ce qu'on a en formation, en recherche, etc. Il faut qu'on convainque la société, et pas seulement l'État. Je veux dire, la négociation quinquennale, c'est très sympa, c'est très important, ça a été très structurant. Maintenant, il faut ouvrir le jeu à convaincre la société civile. Deuxième point d'observation sur le paysage, on est face, je l'ai déjà dit, mais on le sait tous, à un paysage simplifié. Et ça a des effets extrêmement profonds. Si je prends l'anecdote des derniers moments où la DGCIP ou la ministre ont dû recevoir une délégation étrangère, etc. Bon, c'est un peu toujours les mêmes, on est quelques-uns. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui parlent, c'est pas ce que je cherche à dire, mais on voit bien qu'on peut représenter l'enseignement supérieur et la recherche française avec un plus petit nombre d'acteurs qui sont légitimes à en parler. C'est pas exhaustif, mais vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de l'international, ça va créer des effets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir plus facilement et plus rapidement, d'une certaine manière, décrire le système. Je vais vers la question de l'international, justement. De l'international et aussi de la société. Alors, j'ai fait un mixte de remarques. Il y a des choses qui s'appliqueront plutôt à l'international. En particulier, je voudrais reprendre un certain nombre de questions qui ont déjà été traitées. La question du recrutement. Bon, on va avoir cette discussion avec le jury international, ça c'est sûr. On va voir comment la discussion se pose. À la question de savoir qui recrute dans un ensemble comme PSL, moi je vais répondre longtemps. Ce sont les établissements qui recrutent les étudiants et qui recrutent les enseignants-chercheurs, évidemment. La question est de savoir si ça s'aligne dans une société, dans une stratégie globale, si ça s'emboîte ou si c'est une stratégie décoordonnée. Bon, à l'Australian National University, j'étais un simple directeur d'institut. À la question de savoir qui recrutait, la réponse était Bibi. Parce que c'était sur la masse salariale qu'un pauvre institut avait. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de faire une loi et d'en faire le cirque qu'on a fait en 2007 pour que, depuis longtemps, évidemment, je veux dire, une school et sa masse salariale. C'est-à-dire que quand j'allais voir le doyen pour lui dire j'ai une super idée, il me disait Thierry, comment tu vas la financer? Bon, ça change un petit peu la nature du jeu. Donc, la question n'est pas qui recrute, la question c'est comment est-ce que les stratégies s'emboîtent et comment est-ce qu'au niveau global ça fait une stratégie globale. Deuxième point, justement, je vais continuer un peu sur la question de la subsidiarité. On est allé récemment au MIT et on a été sur la côte Est. Alors quand je dis on, c'est on a monté la visite un peu au dernier moment.
parce qu'il y a des circonstances, je voulais aussi impulser un style là-dessus. J'y suis allé avec Romain Soubeyran pour une part, les mines, et puis avec Marc Mézard, l'école normale, d'autre part. On a vu un certain nombre d'établissements. En particulier, j'ai une impression très forte de ce qu'on a ressenti au MIT. Et, au MIT, on a ressenti une marque et une solidité de l'institution incroyable, mais à l'intérieur, la direction, c'est moins ce qui se passe dans les departments que je ne sais ici ce qui se passe à PSL. D'une certaine manière, PSL est un endroit, et je suis absolument sûr pour les alliances qui sont ici, plus coordonnées à l'intérieur, parce qu'ils vous renvoient très vite aux facultés, parce qu'il n'y a que 1000 profs, donc c'est 1000 entreprises, etc. Simplement, le pragmatisme, la netteté de l'endroit où se prennent les décisions et la manière dont ça s'intègre sont telles qu'effectivement, la tribu gauloise que nous formons a un peu de mal face à quelque chose à la fois d'aussi bien organisé, mais d'un autre côté avec une subsidiarité tellement forte. Un autre point sur l'international, deux autres marques. On parle de la complexité, et on en a parlé à plusieurs reprises. Moi, ce qui m'a frappé, alors sur un autre exemple qui était Cornell Technion, et donc Cornell Technion, je vous rappelle, Bloomberg met une île et $100 000, pas plus, à disposition de ceux qui gagneront le concours. Cornell Technion forme un consortium, le gagne, ramasse les $100 000, ramasse de gros dons, de gros dons, et ensuite s'organise pour faire un deal entre eux, ensuite pour faire un deal avec un institut, l'Institut Jacobs, qui bénéficie d'un autre don et qui est d'une certaine manière un autre deal juridique, etc. On est resté l'après-midi à comprendre leur capacité à gérer des deals. Nous, le premier truc, c'est-à-dire partager des locaux, c'est déjà un cinéma inimaginable. Donc le point, ça n'est pas nécessairement la complexité des architectures qu'on met en œuvre, c'est l'espèce de pragmatisme et de détermination qui fait que les incitations et le but sont tellement forts qu'on y arrive. Bon. Et un dernier point, je pense que c'est Édouard qui notait, alors c'est marrant parce qu'effectivement, on peut se poser des questions même une fois qu'on a réussi. Bon, nous on se pose quand même des questions un peu plus angoissantes parce qu'on n'a pas encore réussi. Mais effectivement, l'occasion récemment de visiter un centre de recherche de General Electric, et j'ai trouvé dans la Silicon Valley, et leur lien avec l'environnement universitaire, Stanford, Berkeley, etc., était, me semble-t-il, nettement plus lointain que le lien, je ne sais pas, des mines avec leurs partenaires industriels. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... C'est juste une question qu'on peut rajouter, et d'une certaine manière, ça nous rajoute une responsabilité. C'est-à-dire que sur un certain nombre de points, on a, et c'était aussi le propos d'Alain, on a des longueurs d'avance. Bon, on se débrouille d'une manière assez extraordinaire pour ne pas complètement les utiliser. Alors, je resynthétise mon propos et je reviens à mon fil principal. Sur l'international et sur le rapport à la société civile, l'espace à conquérir est extrêmement grand. Et je suis absolument persuadé, et c'est pour ça que qu'on organise des choses comme ça, c'est que je pense profondément que notre espace de coopération est plus grand, beaucoup plus grand que notre espace notre espace de conquête commune est beaucoup plus grand que notre espace de compétition. Bon, c'est-à-dire, et ça, autre propos, vu d'Australie, l'impact de l'enseignement supérieur français sur l'Australie, zéro, zilch, zippo. En revanche, très grande science, très bien connue, etc., etc. Mais surtout, les organismes, oui. Les universités, il y en a. Enfin, je veux dire, des gens avec qui on peut discuter, il y a un numéro de téléphone. En même temps, je voudrais nuancer un peu que quand Jean-Yves disait « personne ne nous regarde », je me demande si on n'est pas juste à la frontière. Alors, sur deux points. D'abord, cette fameuse visite aux États-Unis, il y a des endroits où on nous a regardé de haut, il y a d'autres endroits où, je suis entendu dire... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les entités dont vous parlez, avec lesquelles on a, avec chacune d'entre elles, des relations très fortes, sont en train d'être dans le même espace de coopération. On voit le moment où ça peut basculer. On n'y est pas encore, mais on y est presque. De la même manière, c'est quand même bizarre. La semaine dernière, des Japonais voulaient nous voir parce qu'ils dirigent le CGI local, enfin le programme d'excellence. Et puis la semaine prochaine, bon, c'est des Roumains. Et les Roumains, c'est très bien. Enfin, il y a des gens qui nous regardent aussi. On n'est pas très loin du moment où on peut rentrer dans un cercle de discussion international en même temps. Mais effectivement, on a beaucoup à parcourir. Alors, quatrième caractéristique, on est dans un moment d'allègement de la norme.
Alors, je ne suis pas sur le périmètre ministériel, je ne suis pas sur les circonstances actuelles, je suis sur le fait que, y compris au sein du ministère, c'est la démarche qui a commencé avec la contractualisation, au fond, alors on a encore des textes qui sont trop bavards, on a encore une tentation de normaliser, mais au fond, le ministère est en train peut-être de comprendre, et de comprendre avec les établissements, que les établissements peuvent créer de la norme. Il y a un exemple, là, c'est un semi-scoop, mais je crois qu'on est d'accord pour en parler. Sur le doctorat, il y a un projet d'arrêté doctoral qui est sorti, enfin qui a été proposé. On a trouvé naturel avec les gens de Saclay, avec Dominique, de signer une lettre à la ministre et puis de lui envoyer une note qui disait essentiellement, sur le doctorat on pèse quand même un tout petit peu et on peut peut-être être consulté, puis on pense quand même que l'idée d'accréditation a posteriori, d'évaluation a posteriori, pardon, d'accréditation a priori et d'évaluation a posteriori, qui donne aux établissements la possibilité d'une vraie institution, c'est-à-dire une institution, c'est quelque chose qui génère de la norme, qui n'attend pas nécessairement la loi, mais qui est capable, parce qu'elle n'est pas trop con, parce qu'elle a de la qualité, parce que, etc., d'avoir de bonnes pratiques qui se régulent. Bon. Donc je pense qu'on va pouvoir, mais d'une certaine manière qui va se coordonner lentement. Je veux dire, il y a des sujets où j'imagine qu'avec Jean-Yves, on aura des choses à dire ensemble, etc. Il y aura peut-être des sujets, vie étudiante sur Paris. Alors il faudrait être taré pour ne pas arriver à proposer une politique commune. Mais il y aura d'autres espaces où on aura ad hoc, sans doute, des choses à dire ensemble. Et donc mon point principal, c'est de proposer une vision où on est dans un mode de coopétition ou dans un mode de transformation du paysage ensemble qui est un peu inédit, c'est-à-dire qui n'est pas normalisé a priori, où on ne sera pas tous sur le même modèle. C'est-à-dire, je pense que chacun peut poursuivre sa voie et construire une identité qui soit diverse, c'est-à-dire qu'on représente ici des diversités de taille, d'équilibre disciplinaire, d'alliances, d'esprit stratégiques qui sont légèrement différentes ou qui sont parfois très, très différentes, mais qui gagnent à être dans le même espace. C'est-à-dire que, enfin, personnellement, moi et puis je m'en sers pour parler à mes équipes. Quand Saclay fait quelque chose, j'ai autant vous dire que ça nous magne. Enfin, ou tiens. Non, ça nous. Alors, et je pense, et c'est pas du tout une espèce de béatitude. Je pense que on a quand même intérêt à réussir. On a de manière évidente intérêt à réussir ensemble. C'est-à-dire que la réussite des autres, et je veux dire, si les uns dealent avec telle grande université américaine, les autres dealeront avec telle autre. On se renforce. Il y a un côté échelle de perroquet. Donc je termine en disant simplement que je ne crois pas. Je crois à des éléments de solidarité. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire un nouveau club, par exemple. La CPU, c'est très bien, ça porte une parole. La CURIF, ça en porte une autre. C'est en face. Je suis pas né. Je pense qu'il n'est pas. Je veux dire, un club des communs, un club des IDEX, on peut se voir en tant que tel. Mais s'il s'agit de porter des stratégies, ça doit sans doute être des stratégies coopératives au cas par cas, sur la base d'identités qui se construisent. Et avec ça, on a un peu de chance. Peut-être, est-ce que dans quelques années, on arrivera à monter dans Shanghai ensemble. Les simulations sont extrêmement sympathiques. Il est clair que ça mettra beaucoup de temps, que ça sera un travail qui sera partiellement chacun pour soi et partiellement, à un moment donné, il faudra convaincre ensemble que le paysage a changé. Ça prendra beaucoup de temps. Et le mot-clé, c'est qu'on y arrivera effectivement beaucoup plus de pragmatisme. Mais je pense que les incitations, d'une part, les incitations internationales, et puis la conscience qu'on a que si on ne bouge pas, on est mal, vont nous amener assez rapidement. Donc, Merci Thierry Coulon. Donc, je sentais déjà des réactions sur le podium, là. Jean-Yves Mérandol. Non, c'est un point de précision simplement. Quand j'ai dit, et je maintiens cette idée, que le système français n'était pas un modèle qui suscitait l'envie d'être copié à l'étranger, je parlais du système français dans son ensemble. Le mécanique où on a, dans les proportions où elles existent et avec la façon dont la société intègre les hiérarchies des uns et des autres, ce n'est pas un système que les pays, je n'ai pas vu un seul pays étranger dire « expliquez-nous ce qu'on fait parce qu'on a envie de faire la même chose ». Voilà, donc c'est ça. En revanche, et d'une façon qui m'a plutôt surprise, positivement, à chaque fois que j'ai eu à expliquer ce qu'on faisait et à passer un accord avec une grande université étrangère,
je n'ai eu qu'un accueil très favorable. Et je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'une commu. Et je ne me fatigue pas à expliquer ce que c'est qu'une commu. J'explique quelles sont les forces qu'on regroupe, quelles sont les activités qu'on mène. Et je vois à chaque fois des grandes universités étrangères parfaitement bien disposées pour travailler avec nous. Bien entendu, je ne fais pas d'illusions. Ils vont se dire au bout de 4 ou 5 ans qu'est-ce que ça donne et est-ce que ce sont des gens sérieux. Mais c'est normal qu'ils se disent ça. On n'a absolument pas de réticence sur ce terrain-là. Tout dernier mot, pour ne pas abuser, moi je suis, depuis très longtemps, ce que je dis n'est pas récent, je suis persuadé que notre système en recherche, dans cette forme de mixité particulière, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de réinventer la mixité si on partait d'une page blanche, mais je suis sûr qu'on ne part pas d'une page blanche. Donc dans ce dispositif de mixité, les performances que nous avons dans notre pays en recherche sont des performances que je pense remarquables et qui sont connues à l'étranger. En revanche, ce que nous n'avons pas, et c'est quand même la grande faiblesse, c'est la capacité qu'ont d'autres systèmes d'intégrer très fortement l'ensemble des variables recherche, éducation, innovation dans des lieux qui sont symbolisés par les universités de recherche mondiale. Et cette capacité de non-intégration fait que, si je reprends l'exemple, ou cette non-capacité d'intégration de Thierry, un chercheur en Australie, il connaît les correspondants avec qui il va travailler en France, ce qui fait que le cas échéant, un doctorant en Australie, si que c'est qu'il a telle chose à faire, il arrivera dans les bons lambeaux français. Il n'y a aucune difficulté particulière à ça. Il peut y avoir plein de difficultés pratiques, financières, logement et tout, mais il n'y a pas de difficulté de principe. En revanche, mon obsession à moi, c'est de me dire que j'aimerais que dans 20 ou 30 ans, un type qui est dans un collège, au sens qui a 10 ans en Australie, se dise, et qui est doué, et qui se dise, je vais faire de la recherche en Australie, en Roumanie, dans n'importe quel endroit, je veux faire quelque chose de bien dans l'enseignement supérieur, ne se disent pas, à ce moment-là, il y a 2 pays qui comptent, c'est les États-Unis et la Chine. Et l'Europe a disparu parce qu'en Europe, il y a des choses, il le rencontrera plus tard, mais j'aimerais qu'il y pense alors qu'il est tout jeune. Et c'est ça qu'on n'a pas actuellement. Ou à une échelle petite. Je sais bien, j'ai dit ça devant quelqu'un qui a longtemps dirigé le CNRS et qui m'a dit, mais nous avons Polytechnique. Certes, mais je ne pense pas que ce soit à la bonne échelle. Merci Jean-Yves Mérindol. On prend les questions dans la salle. Il semble qu'il y ait une idée sous-jacente à l'idée que la mixité soit dynamique. Et cette idée sous-jacente, elle a été énoncée à plusieurs reprises sous le nom d'interdisciplinarité, sous le nom de partage des connaissances, sous divers vocables qui montrent qu'après tout, il n'y a pas une sorte de miracle, il n'y a pas non plus une sorte de fatalité, mais il y a un élan scientifique sous-jacent. Alors, s'il y a un élan scientifique sous-jacent, on le perçoit évidemment à travers les données d'IST d'une façon ou d'une autre, hein, ça c'est tout à fait évident. S'il y a un élan scientifique sous-jacent, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'énoncer sur ce sujet quelque chose qui ressemble à une analyse de la science en train de se faire aujourd'hui? Voilà, c'est une question un peu vaste, effectivement, mais bon. Vous voulez qu'on fasse de l'épistémologie? Non, pas forcément. Si, moi je pense très profondément qu'on va réfléchir dans pas longtemps à la manière dont le savoir s'organise. On aura de très beaux graphes, mais derrière ces graphes, il faudra réfléchir à des dynamiques qui se créent, etc. Moi, je pense que très profondément, l'organisation du savoir, sa dynamique, sa diffusion vont être l'objet de recherches et de travaux, et en particulier parce qu'on va avoir les données pour le faire. Ça, je le pense très profondément. Ça, c'est la première chose. La deuxième réponse que j'ai envie de vous faire, moi, je constate pragmatiquement que je me demande souvent quelle est la glu qui fait que PSL tient et où ça ira. Hein. Et une des glues qui est extrêmement forte, il y en a deux, il y en a peut-être que deux. La première, c'est le sentiment de chacun qu'il est un peu trop petit. Il est très très bon, il a son histoire, il a son identité, mais il est trop petit. Bon, Et c'est l'histoire que je raconte à tout le monde des mines qui ont un vieux partenariat avec Tsinghua qui marche très bien. Ils n'ont absolument pas besoin de moi, ça marche depuis. Ils ont 2 masters énergie-environnement. Ils échangent 30 Chinois dans un sens, 30 Français dans l'autre. Tout baigne. Simplement, Romain me dit il faut que tu viennes leur parler parce que Tsinghua regarde du côté de Harvard et qu'effectivement, moi, quand j'arrive, avec mon grand imperméable, je dis mais nous avons les mines, c'est très. Eux disent les mines, c'est très très bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est etc. etc. Bon. Et la deuxième glu, et ça répond à votre question, et c'est un peu lié à la première, mais c'est une autre chose, c'est que
c'est que les mines ou Curie trouvent très sympathique d'être dans un ensemble où il y a aussi Dauphine, parce qu'elles ont des choses à faire avec Dauphine, et etc. Et la présence des écoles d'art est effectivement pour les HESS quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que intellectuellement, on sent qu'ils ont envie d'aller faire quelque chose avec les voisins, des voisins qui sont, plutôt que des clones d'eux-mêmes qu'on regrouperait dans un grand réseau national. Il y a encore des gens qui essayent de faire ça. Je veux dire, c'est tellement bien d'avoir un institut national agronomique, etc., etc. Je veux dire, c'est très sympa de se trouver entre gens qui sont pareils. Il y a aussi des gens qui ont envie de se retrouver entre gens qui sont différents. Et ça, à nouveau, c'est pas de l'altruisme ou de la philanthropie, c'est simplement de l'intérêt intellectuel. C'est la manière dont le savoir se construit aujourd'hui. Oui. Donc je pense que ça a une traduction institutionnelle. C'est-à-dire, si on a une chance d'y arriver, c'est en particulier parce que le champ bouge de ce point de vue-là. Bonjour, donc je suis enseignant-chercheur à Mines Paris Tech. Au niveau de la diversité, je voulais juste faire remarquer, j'ai fait tout mon cursus à Pierre et Marie Curie, donc du DUG jusqu'à la thèse. Il y a tout de même l'UMR, chacun se côtoie, mais il y a quand même pour ma part, dans ce que j'ai vécu, et je suis allée aussi au MIT, des cultures en fait très différentes entre UMR et entre UMR. Et certaines UMR, justement, ne partagent pas justement cette grande diversité. Et je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de la granulométrie du chercheur, ce serait intéressant de forcer les UMR à travailler quand elles sont opposées au niveau... alors les mines, c'est vraiment l'entreprise. On apprend, en fait, à avoir des liens très forts avec l'industriel. Et le niveau académique, c'est l'excellence de Paris 6. Il y a quand même des valeurs très différentes. Moi, je m'en suis nourrie et le chercheur s'en nourrit individuellement. Par contre, les institutions et même les UMR, il y a quand même des cultures très différentes et je pense qu'on pourrait dynamiser. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais ma question, en fait, c'est plus par rapport à l'étudiant. Parce que pour moi, l'université de recherche de classe mondiale, c'est l'étudiant, en fait. C'est le centre. Il y a les chercheurs, bien évidemment, mais il y a aussi l'étudiant. Je pense que l'étudiant a une place très importante. Et est-ce que vous avez réfléchi, justement, nos étudiants, ils sont relativement, on va dire, passifs, en fait, par rapport au système que j'ai vu au niveau anglo-saxon, notamment au MIT, dans le sens où c'est pas forcément eux, si on parle au niveau de stage ou même de thèse, de projet, qui proposent. Ils ne vont pas venir et proposer un sujet de thèse. On leur propose un sujet de thèse. Ils ne vont pas défendre, en fait, un projet innovant. La même chose pour les postdocs. En France, en fait, c'est les chercheurs qui vont proposer, en fait, des sujets. Et la place de l'étudiant, en fait, n'est pas... je ne veux pas dire qu'il n'est pas central, mais il n'est pas... même dans nos débats, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, peut-être un ou deux, alors qu'en fait, ils ont toute leur place et ils vont beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui nous incitent, par exemple, à faire des doubles diplômes, qui nous incitent à partir à l'étranger, qui ont des connaissances via les réseaux. En fait, on a pareil une valeur très ajoutée par rapport aux étudiants. Et comme ils ne sont pas tellement représentés, ou je ne sais pas, il n'y a pas tellement d'espace en fait ouvert par rapport aux étudiants sur ces dialogues de stratégiques, on ne bénéficie pas en fait. Ils vont le faire individuellement, mais l'institution dans sa globalité ne bénéficie pas de ces valeurs ajoutées. Donc je voulais savoir si en fait vous aviez réfléchi à repenser en fait la place de l'étudiant dans les institutions. Alors qui veut répondre? Enfin merci en tout cas pour ces remarques qui sont intéressantes. Édouard? Très brièvement. Pour aller dans votre sens, c'est les étudiants qui seront des anciens, qui seront des alumni aussi. On touche à beaucoup de sujets. On touche aussi à la question des futures sources de financement, c'est-à-dire que un jour les alumni, je finis sur ce point rapidement, un jour les alumni seront prêts à soutenir leur université, quelquefois même de manière modique, mais on sait très bien que les petits dons, quand ils s'ajoutent, peuvent faire de belles sommes, mais uniquement si par ailleurs ils ont le sentiment d'être impliqués dans la vie de leur ancien établissement. Ce qui va poser aussi des questions de gouvernance. Il y a une corrélation entre le nombre d'alumni dans les boards des universités et leur rang mondial.
Hein, c'est à Harvard, il y a 100% d'alumni dans le board of trustees de Harvard. Bon, donc ça, il faut avoir ça en tête. Mais je reviens sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Une toute petite erreur au départ que font, je crois, 80% des établissements, pas simplement en France, hein, dans beaucoup de pays, c'est quand l'étudiant arrive à l'université, on lui donne, par exemple, une adresse email qui est une adresse email marquée étudiant et études. Quelque chose. Au lieu de lui donner d'emblée une adresse email de l'université qu'ensuite il gardera toute sa vie. Et quand on regarde, ce qui fait la fierté des alumni, c'est quand il y a une marque. Et moi, ce que j'espère pour PSL, pour Saclay, pour Sorbonne Université, pour Sorbonne Paris-Cité, c'est qu'un jour, il y aura une fierté d'utiliser l'adresse mail, y compris pour les contacts professionnels, d'utiliser l'adresse mail qu'on aura eue dès qu'on est arrivé comme étudiant. Ça, c'est une toute petite erreur au départ et qui a des conséquences énormes par la suite. Une erreur que ne font pas les universités, par exemple, américaines. Mais ce n'est pas le seul pays où on a fait attention à ce détail. Donc, 3 points là-dessus. Premier, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'accepte de parler d'université de recherche parce que ça qualifie un type d'université, mais ça met sur une pente dangereuse de croire que dans l'université de recherche, le plus important et la seule chose importante, c'est la recherche. Ça n'est important que si la fonction universitaire vis-à-vis des étudiants est pleinement satisfaite. Une université de recherche qui ne fait que de la recherche, c'est un très bon laboratoire de recherche. Et il y en a, mais ce n'est plus une université. Donc de ce point de vue, la question étudiante est très importante. Dans les 4 grandes actions que nous on mène, il y en a une qui est entièrement consacrée aux questions étudiantes, à l'engagement étudiant, à l'insertion des étudiants dans les vies de campus, etc. Donc évidemment, ça coûte, et heureusement, il se trouve que ça coûte moins cher que d'autres actions, donc on peut le mener sans que ça soit un quart de notre budget, mais c'est un élément très important de notre projet. Tout dernier point, sur les étudiants, là je le dis de façon historique, c'est pas pour critiquer qui que ce soit maintenant, je pense que la grande erreur des grandes écoles françaises, quelque part dans le XXe siècle, ça a été de ne pas comprendre qu'elles devaient augmenter fortement leur nombre d'étudiants. Elles étaient sur un dispositif qui avait des tas d'avantages, qui avait des tas de systèmes qui étaient proches du système étranger. Elles sont restées presque toutes sur des effectifs extrêmement faibles. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une divergence entre Polytechnique et le PFL ou Zurich, ou Georgia Tech ou d'autres, il y a des universités américaines de technologie qui se sont construites sur le modèle de Polytechnique, sauf qu'en quelques années, elles ont eu 10 ou 20 fois plus d'étudiants. Donc en France, l'erreur historique, ça a été de dire grandes écoles égale petit effectif. Et les autres pays n'ont pas fait ça. Et là où dans les autres pays, il y a des grandes écoles qui sont devenues des grandes universités de recherche, elles ont des étudiants, elles en ont beaucoup. Et contrairement, je termine là-dessus, à ce que quelqu'un qui a le prix Nobel d'économie récemment en France a pu déclarer, le modèle international des grandes universités de recherche n'est pas un modèle où les effectifs étudiants sont entre 10 et, je ne sais plus le chiffre qui donnait, 12 000 ou 10 et 15 000. Ça, c'est un modèle très particulier, c'est la dizaine de grandes universités de recherche privées des États-Unis, qui a... Les universités de recherche publiques aux États-Unis, elles sont sur 30-40 000, parfois beaucoup plus. Donc, toutes les grandes universités de recherche du monde, presque toutes, sont sur des effectifs étudiants de plusieurs dizaines de milliers. Et elles prennent très au sérieux tous les sujets d'étudiants, très au sérieux, ne serait-ce qu'à cause aussi de leur modèle économique. Oui, juste deux points, enfin non, 3. Le premier, c'est que ce qui me tétanise, je ne vais pas parler de ce qui m'empêche de dormir ou pas, puisqu'on se préoccupe de ce qui nous empêche de dormir ou ce qui ne nous empêche pas de dormir ces temps-ci. Moi, disons, ce qui me tétanise, c'est, s'agissant de PSL, c'est 2 choses. C'est le fait la République nous a confié parmi les cervelles les plus prometteuses, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est ça la vraie question. D'une certaine manière, on parle aujourd'hui d'université de recherche, parce que la question, c'est comment on se structure et comment on va à l'international, mais on ne parle pas, on a parlé de la recherche et Alain a parlé de l'intérêt de la mixité, mais ce n'est pas le sujet sur lequel on est le plus inquiet, il me semble. Le sujet sur lequel, pour moi, mes inquiétudes, qu'est-ce qu'on fait des jeunes gens, des jeunes filles qu'on nous a confiées, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, et le deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas une innovation de rupture qui pourrait se faire à PSL, qui ne pourra pas se faire ailleurs, de même qu'il y en aura qui se feront ailleurs et qui ne peuvent pas se faire à PSL. Est-ce qu'on a bien le dispositif pour que ces innovations-là se fassent? Donc voilà, c'est les deux questions, mais je vous parle de formation, je vous parle d'innovation. Et sur la recherche, effectivement, je pense que c'est un peu moins
moins inquiétant d'une certaine manière. Deuxième point, les alumni, Édouard en a parlé, là aussi un petit peu sur PSL en particulier, mais on peut le dire d'autres institutions. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que les anciens élèves de l'école normale ont des positions qui sont incroyables. L'école des mines de Paris, c'est l'histoire industrielle de ce pays en grande partie. Et on pourrait continuer, on pourrait parler du rapport entre la FEMIS et le Festival de Cannes. Enfin, je veux dire, chaque année, ils sont des gens qui sont primés, etc. Et on trouve le moyen que ces gens aient une espèce d'histoire malheureuse vis-à-vis de leurs institutions. On trouve des normaliens dans l'entreprise ou l'appareil d'État qui, finalement, sont très contents de leur école, mais porte sur la possibilité de transformer le système universitaire aujourd'hui, un regard, sinon désespéré, du moins indifférent. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. C'est-à-dire mobiliser les uns et les autres, nos alumni et ceux qui vont venir. J'avais un troisième point, mais je crois que je l'ai oublié. Sur les étudiants et leur comportement, au sens de ce que vous décriviez, madame, sur... Oui, la place qu'on leur donne et puis leur attitude. Vous avez parlé de passivité. Oui, ça c'est quelque chose qu'on connaît, hein, on sait. Et puis, voilà, c'est probablement génétique parce que notre système scolaire, dont on sait qu'il incite énormément à la créativité des élèves, à leur épanouissement, est tel qu'on a du mal à comprendre effectivement ce que vous décrivez là. C'est-à-dire que nous héritons d'étudiants qui, finalement, sont passés, ont fait très bien ce qu'on leur demandait de faire et en caricaturant fortement, un peu peur de s'aventurer. Mais il n'est jamais trop tard. Ils sont encore jeunes et on voit bien. On voit bien que justement, quand on les met en situation, ça change très vite. Hein. Et c'est quand même le point positif. Donc du coup, c'est vraiment à nous de faire ce travail et je pense qu'on en est très très conscient. C'est là un très, très gros avantage potentiel, en tout cas, des regroupements qui sont représentés ici et qui existent un peu partout en France. C'est bien que ce mélange des cultures dont vient de parler Thierry, il doit nous permettre d'intégrer dans une dynamique multiculturelle, multidisciplinaire, des étudiants qui sont prêts en fait à s'ouvrir. Et on leur a juste pas encore donné la possibilité de le faire en général. Merci Alain. Je pense qu'on va peut-être clore cette session pour éviter l'épuisement des troupes à la veille de l'ascension, mais vous êtes bienvenus pour continuer la discussion en petits groupes dans cette salle après. Donc juste quelques mots de conclusion pour souligner que les interventions de cet après-midi ont éclairé, je crois, plusieurs points majeurs de nos préoccupations actuelles. Le défi de l'émergence de nouveaux espaces de coopération de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a vu que les enjeux étaient multiples, de se placer dans un environnement international très compétitif, l'accueil des étudiants étrangers, la mobilité de nos étudiants, la capacité des nouvelles structures, des nouvelles universités de recherche à être encore plus productrices de connaissances scientifiques et d'innovation, et à prendre des initiatives dans le partage de ces connaissances et des données de la recherche. Il a été question de la production scientifique, de sa quantité et de sa qualité. Il a été question des comparaisons nationales et surtout internationales. On a vu quels indicateurs pouvaient être utilisés. On a commencé à en critiquer quelques-uns. On a peut-être insuffisamment parlé des zones d'ombre, je trouve, que sont certains domaines comme les sciences humaines et sociales ou certains domaines aux frontières des disciplines qui sont mal éclairées par les indicateurs actuels. Pour les aspects plus institutionnels, on a donc, je crois, assez bien décrit, évoqué, je pense que Laurent Buisson l'a bien fait, évoqué le modèle d'université de recherche qui a cours au niveau international et qui a prouvé son efficacité pour confronter les étudiants, dont, effectivement, qui sont au cœur de ces systèmes, confronter les étudiants aux frontières de la connaissance que défrichent nos laboratoires au sein d'universités de recherche intensive. J'aime bien cette expression. Alors, nous n'avons pas pu aujourd'hui et de loin évoquer tous les sujets. C'est pourquoi, en conclusion, je voudrais vous proposer un nouveau rendez-vous à organiser au cours de la prochaine année universitaire, que l'on pourrait plus spécialement consacrer à la comparaison internationale,
quels sont les moteurs et les leviers de la visibilité internationale, quels outils de comparaison, quels sont les modèles voisins de nos autres partenaires. C'est un rendez-vous auquel j'espère que nous aurons le plaisir de vous convier. Merci à tous. Merci.